bienvenue à cette séance exceptionnelle SEJ. SEJ, vous ne le savez sans doute pas, c'est le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, qui est un centre de recherche qui réunit potentiellement tout. Vous voyez, un problème de micro. Tu peux couper les micro-tables. C'est ça. Est-ce que ça va mieux? On va tenter un enregistrement en même temps. Ça va bien? Ça va, oui, ça va. Super, donc je le disais, c'est le séminaire interdisciplinaire qui réunit tous vos professeurs et vos assistants et qui vise à explorer, le but des SEJ, c'est explorer, c'est s'interroger sur les mutations du droit contemporain, sur les changements qui affectent aujourd'hui la production. Et évidemment, en fait de mutation, on ne peut pas dire de perversion du droit contemporain, les États-Unis vivent actuellement une période troublée, chaotique même, face aux assauts répétés et inédits du président américain contre les fondements mêmes de l'État de droit. Il nous a donc semblé impératif que vous, les étudiants de troisième bloc, vous qui serez les juristes du monde de demain, vous qui serez donc les dépositaires de cette tradition démocratique et constitutionnelle qui est la nôtre, que vous soyez sensibilisés à l'ampleur de ces dérives sans précédent, survenues, il faut quand même le rappeler, par la voie des urnes. Nous avons la grande chance, pour nous entretenir de ce sujet, de compter sur le regard acéré et les analyses sans concession de François Host, professeur et vice-recteur émérite de cette université, et beaucoup plus que ça, un des piliers de notre communauté académique et une figure majeure de la philosophie du droit dans le monde francophone. Après son exposé intitulé « Du droit en Amérique, une reféodalisation inquiétante », nous quitterons rapidement l'auditoire pour laisser la place à d'autres enseignements. Et les collègues seront invités à poursuivre la discussion à la salle de conseil, notamment en compagnie de François Dominique, spécialiste parmi tous du droit américain. Cher François, je te cède volontiers la parole. On te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à Antoine, Jérémy et Diane de leur invitation qui me fait bien plaisir, notamment pour retrouver le contact avec les étudiants dans ce local, cet auditoire que j'ai beaucoup fréquenté à votre place à un certain moment, il y a longtemps, et de l'autre côté du pupitre pendant des années. C'est évidemment, vraiment c'est un privilège de pouvoir discuter de l'actualité immédiate avec vous. Actualité immédiate, en ouvrant mon journal ce matin, 3 articles dans la Libre Belgique sur le sujet qui nous occupe. L'attaque à l'égard et la résistance, heureusement, de l'université de Harvard, l'attaque très profonde à l'égard des cabinets d'avocats, allant jusqu'à des menaces à l'égard des clients de ces avocats s'ils ne se rangent pas aux injonctions de la présidence. Et aussi un article intéressant, je ferai allusion à cette problématique, un article économique sur la question des bitcoins, donc ces monnaies numériques, avec un parallèle intéressant entre la privatisation de la monnaie et la privatisation du droit. Donc c'est l'actualité immédiate. Pour ce qui vous concerne, par exemple, les étudiants, peut-être un grand frère ou une grande sœur de certains d'entre vous, les étudiants belges à Harvard, et il y en a quelques-uns, dont la fille du roi Philippe lui-même, s'ils venaient, ce qu'ils disent aux journalistes belges, c'est leur extrême prudence à communiquer sur les réseaux sociaux de peur de se faire virer, tout simplement. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Mais cette actualité, il faut faire notre métier, il faut la réfléchir avec les instruments que nous avons, et dans ce contexte-ci, les instruments de la théorie du droit, de la pensée juridique. Le texte que j'ai le plaisir de présenter devant vous sera publié dans la revue française Esprit au mois de mai prochain. Je prends ma montre vieille habitude professorale. Je commence par dire qu'on ne se lance pas sans risque dans un commentaire à chaud des dérives, pour dire le moins, Antoine a parlé du chaos, du système juridique
américain sous le second mandat du président Trump. Une opération risquée. En effet, sous le choc, la distance et le recul temporel manquent pour prendre la mesure exacte de la vague. Par ailleurs, les coups sont si rapprochés, un par jour au moins, 3 dans mon journal de ce matin, que l'analyse s'avère incomplète et forcément réductrice au moment même où on la formule. Et puis aussi une raison peut-être plus psychologique ou plus personnelle, à certains moments, reconnaissons-le, l'indignation est tellement forte qu'on est tenté de jeter le gant et de renoncer à parler encore de droit, fut-il un droit dénaturé. Aussi, je me borne ici à quelques conjectures, quelques débuts de théorisation, à la manière d'une chronique de crise, comme une tentative pour garder un peu de raison dans la tourmente. D'abord l'hypothèse, ou la thèse que je voudrais défendre, donc sous le titre qu'Antoine a appelé, du droit en Amérique, clin d'œil à Hergé ou à Tocqueville, du droit en Amérique, une reféodalisation inquiétante. La thèse. Tout le monde comprend que le second mandat du président Trump traduit l'inféodation du droit, le droit que nous aimons, le droit que nous étudions, le droit que nous pratiquons, inféodation du droit, la politique, elle-même guidée sans doute par l'économie, sur fond de technologie avancée, avec alors le personnage d'Elon Musk derrière, certains disent devant le président Trump. Le tout assaisonné d'une bonne dose de narcissisme vengeur. Ça fait beaucoup de choses et peu de droits. Quel rapport au droit dans ces conditions? Je tente de cerner ce rapport au droit dans les minutes qui suivent en partant de l'idée que les fonctions principales du droit dans un État démocratique consistent à tisser des liens, fixer des limites et assurer la sécurité juridique. Alors, le tout en référence à l'instance tierce de la loi et des juges tiers eux-mêmes, ils essayent d'être tiers, ils essayent d'être impartiaux pour appliquer cette loi générale et abstraite. Ça, en gros, ce sont les fonctions attendues du droit dans un État de droit. Alors, mon hypothèse, c'est que la politique de l'America First, qui tente à devenir aujourd'hui America Only, conduit à l'inversion de ces fonctions. En effet, la dérégulation à tout crin fait sauter les limites, tandis que le repli farouche sur soi-même affaiblit tous les liens. Et tout ça finit par créer une insécurité qui mine le vivre ensemble. Autre façon de formuler cette hypothèse, dans un régime où la puissance déforce le droit, c'est la règle qui s'estompe et le prince, président, qui s'affirme. Un régime duel, j'aime bien ce mot parce qu'il est à double sens, vous comprenez bien, un régime duel se substitue au régime du tiers. On par 2 ou par 3, le deal l'emporte sur la loi. On peut alors parler d'une certaine reféodalisation, de régression à une époque où le droit n'était encore que féodal. Pour tester cette hypothèse, je commence par me pencher sur la leçon des symboles ou encore la vérité des images. Donc des choses très simples que nous avons tous vues à la télévision et qui sont déjà extrêmement révélatrices. Il faut décoder ces symboles. Je voudrais commenter 4 scènes à cet égard. La première, on a beaucoup glosé sur la cérémonie d'investiture du 20 janvier dernier, mais on a moins parlé de la scène qui a suivi, le spectacle de la signature des décrets. On aurait pu y voir une sorte d'épiphanie juridique, de mise en spectacle de l'art de l'importance, dans un pays démocratique, de légiférer, au cœur d'une gouvernance qui serait alors juridique. Ce serait en quelque sorte le triomphe de la loi. C'était évidemment tout autre chose, un show juridique, avec au cœur de l'arène un endroit tout à fait particulier, le Capital One Arena, jeu de mots intéressant, clin d'œil
ironique de l'histoire, ce n'était plus le Capitole qui avait été investi et où se fait normalement les lois, où s'adoptent les lois, c'était une sorte de local de cirque appelé Capital One Arena. On y voyait un suzerain triomphant signant des décrets à tour de bras sous les applaudissements de ses fans, exhibant, vous avez tous vu ces images, exhibant une signature démesurée avec un sourire autosatisfait, puis, il fallait vraiment le voir pour le croire, jetant ses stylos à la foule, exactement comme le faisait de sa veste de cuir un rocker dans les années 60. Un contact physique s'établissait entre le chef et ses sujets en amoureux. C'est exactement le contraire du gouvernement par la loi. On assistait là au spectacle d'une allégeance personnelle, quasi physique, au suzerain. Et aussi, bien entendu, un premier acte stratégique, un coup de force créant la sidération, la mise en marche d'un rouleau compresseur destiné à peser sur tous les deals en préparation. La seconde scène se passe dans le bureau, également dans, celle-là se passe dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Le président cède la parole à son homme de main, Elon Musk, debout, son gamin appelé X sur ses épaules, lui tripotant les oreilles et rabattant sa casquette sur ses yeux. L'homme débite pourtant sur un ton quasi goguenard des mesures absolument stupéfiantes, dont l'objet est le licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux. À son bureau à côté, le président Trump sourit comme un papy débonnaire. L'image, si elle était tragique, présente la vulgarité d'un canular ubuesque. On avait là le spectacle d'une profanation jubilatoire qui rappelle les scènes de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Vous vous rappelez de l'homme avec son casque de bison. La troisième scène se déroule également dans le bureau ovale, le 28 février, devant une meute de journalistes. EDF se demandait ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils pouvaient filmer à ce moment de négociation importante. Devant tous ces journalistes, le président Zelensky veut signer un accord sur les terres rares d'Ukraine, échangé contre un peu de sécurité. Le président Zelensky, qui était pourtant l'hôte du gouvernement américain, est provoqué par le président et le vice-président, provoqué jusqu'à un point de quasi-rupture. L'homme a refusé de mettre un genou en terre. Il n'a pas été assez reconnaissant, ce qui n'est pas gentil, dans les termes d'études qui ont suivi. Et cela pourrait lui en coûter beaucoup. Au minimum, cette scène est féodale. Le vassal n'a pas fait allégeance. Il est menacé de félonie. Au vrai, la scène est plutôt mafieuse. Le parrain menace de briser définitivement un petit chef pas assez docile au cours d'un entretien qui a tout l'air d'être un guet-apens. Et enfin, une quatrième scène pour nous remonter le moral, une scène de résistance. Elle se passe au lendemain de la cérémonie d'investiture. En chair de vérité dans une église, Marianne Budd, évêque épiscopalienne de Washington, apostrophe le président en direct qui est avec Mélania au premier rang. Faites preuve, monsieur le président, faites preuve de miséricorde envers les migrants, les membres de la communauté LGBT qui ont peur à l'ouverture de votre second mandat. Ici, plus question de droit, seulement de miséricorde. Au plus profond du gouffre, face à l'orage de la violence qui menace, une voix de femme, une voix qui se réclame de l'amour. Je reviendrai en terminant sur ce balancement entre violence et amour. Je reviens maintenant au droit après cette analyse des images, et ô combien révélatrice. Rappelez-vous donc l'hypothèse, briser les liens, dépasser, négliger les limites. J'ai étudié pour cela les 26 décrets, executive orders, qui ont été signés le jour même de l'intronisation du président, tous inspirés par le programme de la très réactionnaire Heritage Foundation, qui traduisent la régression de l'état de droit au régime du deal. D'un côté, c'est l'affranchissement de toutes les limites, la dérégulation assumée. Par exemple, je prends quelques exemples parmi ces 26 décrets.
Par exemple, l'état d'urgence énergétique est décrété, en sorte que les contraintes écologiques, tout le droit de l'environnement accumulé au cours des années précédentes est tout simplement balayé, et on encourage une sorte de ruée vers les ressources qui devrait assurer l'autonomie et la toute-puissance du pays. Et je fais un parallèle avec la levée des contraintes sur les réseaux sociaux, intervenue quelques semaines auparavant à l'initiative d'Elon Musk et de ses suiveurs, qui faisaient de même en libérant la parole de toute mesure, de tout contrôle sur les réseaux sociaux. S'inscrit dans la même perspective dérégulatoire la mise en place du sinistre département DOGE, département de l'efficience et l'efficacité gouvernementale, sous la direction du même Elon Musk, qui annonce le dégraissement du mammouth, comme on dit dans toutes ces expressions, ou encore le démantèlement de nombreuses agences régulatoires. Plusieurs autres décrets s'emploient à défaire systématiquement les liens d'affiliation au pays des populations les plus fragiles, mais aussi les liens extérieurs des États-Unis, avec d'autres pays ou d'autres institutions qui devront désormais être strictement subordonnés à ce qui est défini comme la priorité des intérêts américains. Quelques exemples. L'état d'urgence, encore. Retenons pour tout à l'heure cette multiplication des états d'exception, des états d'urgence. L'état d'urgence est décrété à la frontière mexicaine. Le droit d'asile, étant réglementé par des conventions internationales, est suspendu. Le droit du sol est aboli. Les spécialistes du droit américain vous diront que un président ne peut pas décréter ça tout seul. C'est une mesure qui implique une révision constitutionnelle, mais on s'en fiche, on lance des ballons d'essai et on est dans le régime de pression ou de la menace. S'inscrit également au registre donc de la déliaison des liens le fait que l'intégration respectueuse de leurs différences des personnes transgenres est tout simplement révoquée. Je disais encore ce matin, dans une Politico, une revue internationale, que l'OTAN, sous pression américaine, défaisait aussi systématiquement ses programmes de diversité et inclusion sous pression américaine. Au plan international, les États-Unis se retirent des accords de Paris sur le climat et, plus étonnant encore, de l'Organisation mondiale de la santé, avec des effets immédiats. J'ai un beau-frère qui travaille à Clinton, dans des programmes relatifs au sida. Du jour au lendemain, des personnes sont plus payées, des programmes entiers qui littéralement maintiennent en vie des centaines, des milliers de personnes dans les townships sud-africains. Ces personnes sont tout simplement privées de revenus. Et puis bien sûr, il y a la saga des droits de douane. On en a suffisamment parlé, je n'insiste pas. Comment comprendre tout ça? Dans l'ordre interne, ces politiques traduisent une régression importante des droits fondamentaux. Par exemple, les pressions, plus que les pressions, à l'égard des universités comme Harvard, dont les budgets sont réduits de 10% minimum, avec menace même de leur faire perdre à cette université parce qu'elle est atteinte de maladies idéologiques, c'est une information aussi de Yale entière, leur faire perdre leur statut fiscal d'immunisation fiscale, avec des pressions directement sur la liberté académique, contrôle exigé sur les programmes et les nominations des professeurs. Atteinte aussi aux libertés des avocats. C'est important, l'avocat, il est le symbole de la défense. Et Trump s'en prend aux cabinets d'avocats qui ont eu l'heure de lui déplaire, qui se sont opposés à lui dans les 78 procès qui lui ont été faits avant son élection, avec des menaces directes sur les clients de ces cabinets d'avocats. Donc, le minimum qu'on peut dire, c'est une régression importante des droits fondamentaux. Et dans le droit international, dans l'ordre externe, l'ordre des rapports géopolitiques, eh bien, en sachant que le droit international est toujours un droit moins développé que le droit interne, ça veut dire qu'il est plus susceptible de plier sous les rapports
d'intérêt et de force. Il n'y a pas un législateur ou un juge international pour le réguler. Donc dans ce droit international, on voit se mettre en place une logique d'empire ou d'emprise à l'égard des ennemis, et au mieux une logique de satellisation, de vassalisation à l'égard des alliés. Donc c'est tout l'ordre international construit dans l'après-guerre à l'ONU, avec les agences onusiennes, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire tout le multilatéralisme, le fait que les rapports internationaux se régissent dans la négociation internationale et pas selon la volonté du plus fort, c'est tout cet ordre-là qui est aujourd'hui menacé. Ainsi, c'est une forme de darwinisme géopolitique de la part du plus fort. Donc cela illustrait le renversement des deux premières fonctions que j'avais attribuées au droit. Rappelez-vous, j'avais également parlé d'une troisième fonction, le droit et la sécurité juridique. En effet, tout ordre juridique, fût-il même injuste, inégalitaire, et ils le sont toujours, ne serait-ce qu'un peu, au minimum, tout ordre juridique sécurise les rapports sociaux, garantit les attentes de chacun. Au plus faible, le système juridique assure une protection minimale. Rappelez-vous le mot de Lacordaire qui disait « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui protège, c'est la loi qui affranchit. » Donc au plus faible, il assure non pas un statut idéal, mais au moins une protection minimale, et aux opérateurs économiques plus forts, eh bien, il assure la sécurisation des attentes, la sécurité économique nécessaire pour lancer des investissements. Eh bien, à l'inverse, la première semaine du régime de Trump semble faire de l'insécurisation un mode de gouvernement, créant ainsi quelque chose comme une terreur d'État. Dans une intention de revanche non dissimulée, un décret du 20 janvier annule purement et simplement 78 mesures adoptées par l'administration de Joe Biden. Quelques jours plus tard, intervenait l'amnistie des personnes condamnées à l'occasion de l'assaut du Capitole, dont des auteurs d'agressions mortelles à l'égard de forces de l'ordre. Au même moment, un chèque en blanc est accordé à Elon Musk, l'homme des basses œuvres non élu, le liquidateur en chef, pour mettre l'État en coupe réglée. Des dizaines de milliers de fonctionnaires, de stagiaires, de sous-traitants sont mis à pied du jour au lendemain. Bien entendu, une certaine réaction, résistance s'organise. Des directeurs d'administration s'interposent, ajoutant à la confusion générale. Donc, par exemple, un jour, Elon Musk avait demandé aux fonctionnaires de leur dire 5 activités de leur journée précédente, pour voir s'ils étaient bien occupés. Imaginez que vous êtes un fonctionnaire des services secrets, ce serait tout de même la première fois qu'on vous demanderait de dire ce que vous avez fait la journée précédente. Alors, les directeurs de ces administrations, CIA, FBI, etc., ont dit non, surtout ne répondez pas. Alors, l'administration, le Doge, Elon Musk a dit que ces personnes qui ne répondaient pas étaient demi-virées. Il y aura une armée de juristes pour dire ce que demi-virées. Donc, une certaine résistance s'organise, notamment des recours en justice. Les tribunaux vont-ils être le dernier rempart en cette affaire? Des recours sont introduits par des États, par des associations, par des syndicats de fonctionnaires, par des universités menacées, et même par des églises. Au moment où j'écris l'article, 27 groupes religieux avaient porté plainte pour protéger les lieux de culte du décret y autorisant l'entrée intempestive des polices de l'immigration à la recherche des sans-papiers. Ok, très bien. Et il y a des décisions, on commence à recueillir les premières qui vont dans le sens d'une annulation, d'une suspension. Mais une insécurité juridique au second degré menace alors. On se demande en effet si ces décisions vont être exécutées. Une crise constitutionnelle au second degré menace dès lors que le vice-président Vance, pourtant titulaire d'un diplôme de droit de Yale, déclare sans sourciller, je cite, que les causes des tribunaux ne sont pas habilitées à exercer un contrôle sur les agissements de l'exécutif. Il prétend ainsi renverser un des principes les mieux établis du
constitutionnalisme américain, le Judicial Review, qui confère au juge le rôle d'arbitre des lois et ainsi le rôle de censeur des inégalités du pouvoir exécutif, remontant à François Baudin-Mesry, vous en avez certainement parlé, au fameux arrêt Marbury-Madison de 1830. Plus révélateur encore, c'est le moment où apparaît sur le site Instagram de la Maison-Blanche cette citation prêtée à Napoléon, que le président providentiel s'approprie. Je traduis en français, celui qui sauve la nation ne peut pas être accusé de violer la loi. Ah, état d'exception. Les choses sont claires désormais, enfermées dans la réalité seconde fantasmatique, sa réalité fantasmatique. Le président Trump se place au-dessus des lois, se revendiquant, s'il connaissait le latin, de l'adage salus patriae suprema lex, salut de la patrie et la loi suprême. Dans l'entre-deux-guerres, Carl Schmitt avait théorisé cet état d'exception en rapport avec la montée au pouvoir des nazis depuis 1933 et de façon complaisante. Donc Carl Schmitt avait théorisé cet état d'exception qui se substitue à l'état de droit. Il montrait que l'état d'exception s'opposait au normativisme de Hans Kelsen, que vous avez certainement entendu parler dans les cours de théorie du droit, la pyramide normative. On oppose donc au normativisme positiviste kelsenien le décisionnisme de l'état d'urgence que Schmitt considère comme mieux ancré dans les réalités et en tout cas doit s'imposer dans les situations de crise où l'ordre social apparaît spécialement menacé. Au cours de ces états d'exception, il revient alors au souverain, en vue de préserver l'ordre menacé, de suspendre le droit kelsenien pyramidal dans sa version normative pour imposer par la force une décision de pur fait. Cette décision relève de la seule autorité personnelle du souverain qui aura réussi à imposer sa volonté, et elle se traduit par un régime de non-droit, de suspension de la légalité ordinaire, tant que dure l'état d'exception. Ainsi, même si ce que je viens d'écrire ici est un peu un horizon, en quelque sorte, heureusement pas entièrement réalisé, je commente la phrase que le président met lui-même sur le site Instagram de la Maison-Blanche. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que l'autorité des cours et tribunaux soit bafouée et l'autorité du Congrès, donc du Parlement, systématiquement contournée. Ce président est assuré d'une immunité quasi totale depuis un arrêt de la Cour suprême qui lui est largement favorable, intervenu quelques mois avant les élections, en juillet 2024, donc immunité et concentration exceptionnelle des leviers de la gouvernance, de sorte qu'il peut très largement bafouer la séparation des pouvoirs, ce qu'on appelle là-bas les check and balances, les contrepoids de l'état de droit qui sont censés garantir les libertés. Leur avance, je pourrais encore commenter un décret du 18 février qui s'assure désormais de l'allégeance, pour prendre encore un terme féodal, des agences qualifiées de soi-disant indépendantes, des agences régulatoires américaines, qui sont pourtant établies par le Congrès et dont les dirigeants ne changent pas à chaque changement d'administration, donc ils sont vraiment indépendants. Ça déplaît au prince, bien entendu, et il entend s'assurer désormais que leurs actes, leurs politiques, leurs textes normatifs soient conformes toujours aux priorités définies par le président et ses conseillers. Et quelque chose qui intéresse le théoricien du droit, j'ai même trouvé dans ce décret un article qui dit que le texte du décret n'est pas susceptible d'interprétation et que le président et l'attorney général se réservent l'exclusivité du droit d'interprétation des politiques de ces agences régulatoires. C'est un signe infaillible à travers l'histoire de la montée en puissance d'un pouvoir autoritaire quand on refuse d'admettre l'évidence, c'est qu'un texte juridique, comme on vous l'aura certainement dit plus longtemps, un texte juridique s'interprète.
Même la limitation de la fonction présidentielle à 2 mandats est aujourd'hui révoquée en doute par l'actuel tenant de la fonction. Avec sa mauvaise foi habituelle, le showman lance le ballon d'essai qu'il pourrait bien être réélu. Certains qu'une fake news acquiert une consistance du seul fait d'être énoncée. Si la chose ne se réalisera sans doute jamais, il faut une modification de la Constitution pour cela, c'est un signe de plus d'une forme d'irrespect pour le droit dans le chef de la personne qui a pourtant juré de faire appliquer le droit. Ces différentes observations accréditent l'hypothèse d'une régression à des formes juridiques caractéristiques du monde féodal. Alors si des collègues historiens étaient parmi nous, je prendrais plus de précautions en disant que d'une part, la situation que je décris, heureusement, n'est pas encore stabilisée. Nous vivons dans une partie de bras de fer, donc la situation est mouvante. Et j'ajouterais certainement aussi que le droit féodal présentait d'autres caractéristiques que celles que je vais rappeler maintenant, des caractéristiques certainement plus sympathiques. Qu'est-ce que je retiens alors du droit féodal? 2 caractéristiques. La première, c'est que sur fond d'un pouvoir central faible, celui des rois du Moyen-Âge, dont le pouvoir dépendait de la reconnaissance de leurs vassaux, ou d'un pouvoir affaibli, celui de l'État institutionnel américain d'aujourd'hui, que Trump s'emploie à affaiblir. Donc ce fond de pouvoir central affaibli, c'est le contrat et plus la loi qui s'impose comme la source dominante. Plus exactement le deal, le pacte, fruit, un beau terme de l'autonomie de la volonté, en termes plus crus, fruit de la loi du plus fort qui parvient à imposer sa volonté en contractant le plus faible. Le droit n'étant alors mobilisé que comme une sorte de vernis de légitimation, et on ira chercher le juge pour faire exécuter ce contrat seulement dans le cas où le plus fort des deux y a intérêt. Il y a aussi toute une doctrine du droit de se dégager, du droit de violer un contrat lorsque l'on y a intérêt. Je passe le point de civil. Le second trait du droit féodal que donne à voir l'Amérique d'aujourd'hui tient dans l'extraordinaire personnalisation de l'exercice du pouvoir, comme le montraient déjà les scènes symboliques que j'ai commentées tout à l'heure. Tout se joue dans les rapports personnels du seigneur et de ses vassaux, ou ses serfs. Il s'agit pour ces derniers de faire allégeance au suzerain, et le maintien de leur adoubement ne repose que sur l'assurance d'une fidélité inconditionnelle. On est aux antipodes du principe d'obéissance aux lois et non aux hommes, qui est pourtant l'ADN de l'état de droit, obéir aux lois et non aux hommes. Ici, c'est l'inverse. Il faut créditer le juriste français Alain Supiot d'avoir anticipé déjà depuis quelques années cette féodalisation du droit. Il parlait dans des formules que je m'approprie volontiers ici, il parlait d'un déplacement du souverain au suzerain et de la loi au lien. S'en dégage une hybridation, un brouillage de la distinction entre droit public et droit privé qui cache mal une entreprise très déterminée de privatisation de la gouvernance étatique. On observera certainement avec raison que dans une société féodale, des accords et des relations personnelles étaient encadrés par un ensemble de coutumes, de codes d'honneur et de préceptes religieux. Alors qu'en est-il ici? Religieux. Oui, la référence religieuse est bien présente. Nous assistons au spectacle étonnant d'un président qui ouvre son conseil des ministres par une sorte de prière. Et puis le même président dit qu'il a été sauvé par la providence et qu'il est investi d'une mission divine. Oui, la religion est présente. Mais reconnaissons qu'à nos yeux d'Européens, cette référence nous paraît instrumentalisée, dévoyée, presque sacrilège. Quant aux coutumes, oui, bien sûr, on ne peut pas gérer un pays sans pouvoir se tabler sur des usages, des coutumes, des pratiques. Quelles sont-elles? En l'occurrence, je dirais que ce sont les lois, dans la gouvernance trumpienne, les lois du marché, ou mieux encore, les mœurs de certains milieux d'affaires, notamment immobiliers. J'en cite quelques exemples.
la pratique systématique de la menace, de l'intimidation, du chantage, des affirmations exorbitantes, énormes, destinées à faire plier l'adversaire et le faire qu'il se contente finalement d'une proposition un tout petit peu plus raisonnable. Fait partie de cette stratégie aussi de brusques accélérations dans la négociation, de façon à toujours garder un coup d'avance sur l'adversaire. Et puis aussi le bombardement continu de propositions, d'idées, à l'instar d'une attaque d'un dessin de drone, sachant que l'une au moins atteindra sa cible. C'est une stratégie cohérente. Elle a été notamment décrite par un auteur italien, Da Empoli, dans un livre qui a eu beaucoup de succès, Les ingénieurs du chaos. Ce sont les leçons des ingénieurs du chaos que suit l'administration Trump, et notamment le fameux Steve Bannon qui sévissait dans son mandat précédent. Permettez-moi un parallèle avec, et je suis à la limite de mes compétences, mais je ne résiste pas à ce parallèle, un parallèle avec l'analyse économique, qui aujourd'hui utilise également dans certaines de ses analyses la référence féodale pour caractériser notamment le comportement des GAFA qui se disputent le cyberespace en vue de prendre le contrôle des données et des parts de marché de plus en plus grandes. Avec la digitalisation du monde, on assiste en effet à un retour des monopoles, tandis que les sujets individuels, vous et moi, sont attachés, maintenus dans la glaive numérique. Le tout sur fond de ce qu'on appelle parfois une économie du désastre, favorable à la spéculation, plus qu'aux investissements productifs. Le libéralisme économique défendait le marché par des lois antitrust. Il n'était pas vrai que le marché était totalement libre. On voulait au contraire le protéger la concurrence par des lois opposées aux abus de position dominante, des lois antitrust. Et tout ce qui a été fait aujourd'hui, l'ultralibéralisme, dans son fantasme du no limit, l'ultralibéralisme croit pouvoir s'affranchir de ses contraintes pour le plus grand dommage du marché et de la concurrence, comme la chute des bourses aujourd'hui en témoigne suffisamment, exactement comme l'abolition des contrôles sur le web, sur le réseau, finit par miner la liberté d'expression elle-même. Si on peut tout dire, y compris des injures, des invectives, des fake news, c'est la force, c'est la crédibilité de la parole aussi qui est minée. Ces observations économiques conduisent aussi à évoquer la question des crypto-monnaies et l'idée émise ce jour par l'inénarrable Elon Musk d'inscrire toutes les transactions du Trésor américain sur la blockchain. Alors, je suis très incompétent, je dis tout de suite, je crois avoir compris que la blockchain était une technologie numérique de stockage et de transmission des informations sans autorité centrale, technique qui a été mise au point au départ pour favoriser la diffusion de la crypto-monnaie la plus célèbre, le Bitcoin, et qui a été élargie aujourd'hui à d'autres usages. Le rapprochement avec le droit, entre le droit et la monnaie, est tout sauf anodin. Dès lors qu'on se rappelle que monnaie et droit sont deux grands systèmes symboliques qui reposent l'un et l'autre entièrement sur la confiance. On parle de la légitimité du droit et du crédit d'une monnaie. Donc repose sur la confiance, grands systèmes symboliques qui régissent des systèmes entiers de transactions, transactions juridiques d'un côté, transactions monétaires de l'autre. Or, on assiste ici à un même mouvement de privatisation affectant aussi bien la monnaie que le droit, au détriment de la centralisation, de la garantie et du contrôle étatique. Historiquement, on a pu noter une forte concomitance entre diffusion d'une monnaie nationale, garantie par le souverain, mise en place, donc, convergence entre diffusion d'une monnaie nationale et la mise en place de l'État d'un pouvoir juridico-public centralisé. On avait alors le souverain qui battait monnaie, qui créait une banque nationale dont le gouverneur garantit la circulation des billets et des espèces. Et voilà maintenant que nous pourrions assister à une reféodalisation de la monnaie elle-même, des individus privés battant monnaie à leur effigie dans des buts spéculatifs. Je dois rappeler que le président Trump a lancé une de ses
crypto-monnaie le lendemain, ou le jour même de son intronisation, empochant en une nuit quelques milliards de dollars. Et comme il n'y a pas de petit profit, son épouse Mélania fait de même, avec un peu moins de succès le jour d'après. Sur le dollar américain est inscrit aujourd'hui cette devise que vous connaissez peut-être, In God We Trust. Nous avons confiance en Dieu. Verra-t-on demain une nouvelle crypto-monnaie, In Trump We Trust? Je devrais arrêter ici. 2 minutes. 2 minutes pour conclure. Dans mon dernier ouvrage, j'ai écrit, qui s'intitule Le droit ou l'empire du tiers. Et je dis, le droit, c'est la force du tiers qui s'interpose entre le je et le Dieu. Eh bien, avec la gouvernance Trump, on régresse à l'emprise du fier. Ce n'est plus l'empire du tiers, c'est l'emprise du fier. J'en ai fini dans 2 minutes. Merci, Madame la vice-rectrice, Elisabeth. Merci. Alors que s'estompe la médiation de la loi générale et abstraite appliquée par des juges qui tentent à l'impartialité, ce sont les ukases personnels du suzerain qui s'imposent, ramenant les relations sociales à un face-à-face binaire. On compte en régime 2 et plus en régime 3. Et alors, ce que j'avais annoncé tout à l'heure, l'amour et la violence. Dans le même ouvrage, je lance l'hypothèse que le droit, c'est toute sa valeur, se développe, se fait entendre quelque part entre amour et violence. Il vient de la violence, Caïn et Abel qui s'entretuent, et il tend dans le meilleur des cas. L'amour est un grand mot, c'est un idéal qui le dépasse, bien entendu. Il tend à la fraternité, peut-être plus modestement encore, à la solidarité, comme en sécurité sociale, par exemple. Ça, c'est le droit. Eh bien, nous assistons aujourd'hui à une régression du droit vers son origine violente. Ce n'est pas encore l'état de nature dont parlait Hobbes, ce n'est pas encore la violence de tous contre tous, mais c'est quand même l'affaiblissement du contrat social de Rousseau, où chacun pouvait compter sur l'autre et sur le pouvoir public. C'est l'affaiblissement du contrat social, de sorte que les individus en ressortent isolés, privés de protection juridique, livrés sans défense aux forces brutales du marché, comme dans un nouvel état de nature. Alors, en discutant avec Antoine de ces questions, il m'a suggéré encore cette idée. Il disait à juste titre qu'aux étudiants de droit, on apprend la différence entre le droit, l'injonction juridique et l'ordre d'un voleur qui vous dit la bourse ou la vie. Quelle est la différence entre l'injonction fiscale qui vous demande de payer telle somme et le voleur qui vous dit la bourse ou la vie? Eh bien, sur la base des exemples que nous avons vus, je pense qu'il est de plus en plus difficile aux États-Unis, au moins, de voir où se situent ces différences. Pour terminer tout à fait, je voudrais conclure cette analyse en disant que la réaction à cette situation est une réaction de longue haleine qui demande beaucoup de sang-froid, qui nous demande de faire notre métier, ici un métier d'étudiant ou de professeur, un métier d'analyse du droit, en évitant aussi la caricature du tout blanc, tout noir. Je voudrais rappeler à cet égard que sous le président Obama, tout n'était pas rose non plus, et Dieu sait pourtant si nous aimions bien le président Obama, en rappelant aussi que chez nous, notamment la géopolitique, notre rapport avec les pays les plus faibles n'est pas non plus angélique, et en rappelant enfin, ce qui est le plus délicat, c'est que certaines questions qu'aborde le président Trump sont légitimes. Les réponses sont horribles, mais certaines questions, comme par exemple celle de la cancel culture ou de la lutte contre la drogue, sont des questions légitimes. La gauche chez nous, les défenseurs de la République et des droits de l'homme ne peuvent pas se voiler la face à ces questions. Nous avons aussi notre examen de conscience à faire. Je vous remercie.